Mon père s'est moqué de moi parce que j'étais concierge. Il a porté un toast à Thanksgiving aux enfants qui ont réussi par eux-mêmes et qui n'ont pas fini à nettoyer des toilettes. Je n'ai pas répondu. Je suis simplement parti. Des années plus tard, il était assis devant mon bureau, attendant un emploi. J'avais 22 ans la première fois que mon père m'a humilié publiquement pour mon travail. Je m'appelle Caleb, et à l'époque, je travaillais comme concierge dans un immeuble de bureau au centre-ville. Pas exactement le travail de rêve, mais c'était un travail honnête. J'en étais fier, aussi. J'aimais le calme des petits matins, la prévisibilité des routines et la simple satisfaction de laisser les choses plus propres que je ne les avais trouvées. Je n'étais pas paresseux. Je n'étais pas sans but. J'économisais de l'argent lentement, méthodiquement, et je planifiais quelque chose de plus grand, quelque chose que personne dans ma famille ne prenait la peine de me demander. Mais pour mon père, ce travail était la chute de chaque blague, la marque de l'échec. Mon frère aîné, Mason, travaillait déjà dans une société financière à l'époque, portant des costumes et exhibant sa carte de crédit d'entreprise comme si c'était une médaille d'honneur. Ma sœur, Léa, avait épousé un homme riche et passait son temps à organiser une vie parfaite sur les réseaux sociaux. Ils étaient les enfants en or, brillants, impeccables, exactement le genre de personnes pour lesquelles mon père aimait porter un toast devant les invités. Ce Thanksgiving-là fut la première fois que je réalisais à quel point j'étais invisible pour ma propre famille. C'était le grand rassemblement familial habituel chez mes parents, dindes rôtissant, enfants criant, vin coulant à flots, et adultes riant plus fort que nécessaire. J'étais arrivé avec une tarte faite maison et un pack de 6 bières, comme toujours. Et comme d'habitude, personne ne m'a vraiment accordé d'attention au-delà d'un « salut », Caleb distrait. Le dîner était bruyant et chaotique, comme il l'avait toujours été, avec mon père tenant la cour en bout de table comme s'il était une sorte d'empereur. Il avait toujours aimé avoir un public. Et bien sûr, il adorait ses petits discours. À chaque fête, il levait son verre et portait un toast à quelque chose, la famille, la santé, le bon vieux temps. Mais cette fois, il est sorti du scénario. Aux enfants qui ont réussi par eux-mêmes, dit-il en souriant à Mason et Léa. Au travail acharné qui mène réellement quelque part, et au fait de ne jamais finir à nettoyer des toilettes pour gagner sa vie. Je me souviens de la pause après qu'il ait dit ça, de la façon dont tout le monde a gloussé nerveusement, m'a jeté un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Mason a eu un sourire narquois et a trinqué avec papa. Léa a fait semblant de ne pas entendre, mais son mari a laissé échapper un grognement et a marmonné quelque chose dans sa barbe. Je n'ai rien dit. Je n'ai même pas fini mon repas. Je me suis levé tranquillement, j'ai laissé la tarte sur le comptoir et je suis sorti par la porte d'entrée. Personne ne m'a suivi. Personne n'a appelé. Ni cette nuit-là. Ni le lendemain. Ce moment est resté en moi comme un éclat de verre enfoui trop profondément pour être retiré. Ce n'était pas seulement ce qu'il avait dit, c'était la façon dont il l'avait dit. Comme si j'étais une déception dont il devait se moquer pour se sentir mieux. Comme si ma vie, mes choix, mon chemin n'étaient que des ordures à balayer sous le tapis. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que le travail de concierge n'a jamais été censé être toute l'histoire. Je travaillais de nuit tout en suivant des cours de commerce en ligne. J'apprenais tout ce que je pouvais sur l'immobilier commercial, l'entretien, les codes du bâtiment, les contrats, les lois de zonage. Chaque salaire que je gagnais en récurant les toilettes et en passant la serpillière allait dans un compte d'épargne que je traitais comme une terre sacrée. J'avais un objectif, un calendrier, une vision. Je n'allais pas être concierge pour toujours. Je ne ressentais simplement pas le besoin de le crier sur tous les toits. Au fil des ans, je me suis présenté à de moins en moins de réunions de famille. Les invitations commençaient de toute façon à ressembler davantage à des formalités. Des messages groupés sans chaleur derrière eux, et ça ne me dérangeait pas. J'étais occupé à construire quelque chose de réel. J'ai acheté mon premier petit immeuble de bureau à 26 ans. C'était une propriété délabrée près de la zone industrielle de la ville. Tuyaux qui fuient, câblage obsolète, toute la panoplie. Mais je l'ai réparé. J'ai réussi à le nettoyer moi-même. J'ai installé de nouveaux systèmes, je l'ai mis aux normes, j'ai fait venir des locataires, et en un an, je voyais déjà un retour sur investissement. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. À 30 ans, je possédais 3 bâtiments et je venais de créer ma propre société de gestion immobilière.
J'avais une équipe, des entrepreneurs en qui j'avais confiance, un avocat attitré et un portefeuille qui grandissait plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. Je m'habille toujours simplement. Je n'en parlais pas sur les réseaux. Je n'essayais pas de prouver quoi que ce soit, mais je n'ai jamais oublié ce toast de Thanksgiving. Pas une seule fois. Ce n'est que quelques années plus tard que je l'ai revu en personne. Pas lors d'un événement familial, pas à un autre dîner de fête, mais assis devant mon immeuble de bureau sous la pluie, dans une chemise froissée, tenant un dossier en manille sur ses genoux comme s'il contenait les derniers lambeaux de sa dignité. Au début, je ne l'ai pas reconnu. Il avait mal vieilli. Ses cheveux étaient plus fins, sa posture voûtée. L'homme qui remplissait autrefois une pièce de sa voix semblait maintenant petit. Il ne m'a pas vu approcher, il continuait juste à fixer les portes vitrées comme s'il n'était pas sûr de devoir même entrer. Quand il a finalement levé les yeux, nos regards se sont croisés et l'expression sur son visage disait tout. Il savait. Mais avant que je dise ce qu'il voulait, avant que j'explique comment on en était arrivé là, vous devez comprendre à quel point le fossé dans notre famille était profond, comment l'ego de mon père, sa fierté, son besoin d'humilier et de contrôler ont déchiré les années comme une mèche qui se consume lentement. Parce que ce toast de Thanksgiving n'était que le début. Les vraies retombées ont commencé après ça. Un choix, un affront, une insulte à la fois, jusqu'à ce que tout s'effondre. Je n'ai pas complètement cessé de parler à ma famille après ce toast de Thanksgiving. Mais quelque chose en moi a changé. Je suis devenu plus silencieux, plus sur mes gardes. Les appels téléphoniques ressemblaient plus à des obligations qu'à des conversations. Je les gardais courts, polis, distants. Mes frères et sœurs n'ont pas remarqué. Mon père certainement pas. Et ma mère, eh bien, elle ne l'a jamais contesté sur quoi que ce soit. Elle avait perfectionné l'art de détourner le regard. Au cours des 2 années suivantes, le schéma n'a fait que se durcir. Chaque réunion de famille suivait le même scénario. Masson parlait de sa dernière promotion ou de ses nouvelles primes de clients. Et papa hochait la tête avec fierté, lançant des phrases comme « c'est comme ça qu'on construit un avenir » ou « voilà un homme qui a une direction ». Léa montrait des photos de ses enfants en uniforme d'école privée, son mari intervenant avec des histoires de voyage au ski et de rénovation de jardin. Ils parlaient tous en même temps comme s'ils auditionnaient pour être sous les projecteurs. Et moi, je restais juste assis là à siroter de l'eau, répondant aux questions directes avec le moins de mots possible, attendant une excuse pour partir. Le véritable point de rupture n'est pas venu d'un seul coup. Ça a commencé avec de petites choses. De minuscules remarques cinglantes que papa ne pouvait s'empêcher de me lancer. Toujours en train de passer la serpillière, Caleb? Tu sais, si tu avais suivi l'exemple de Masson, tu aurais un bureau d'angle maintenant. Ne t'inquiète pas, nous fleurissons tous à notre manière. Certains prennent juste plus de temps. Il n'a jamais demandé ce que je faisais de mon temps. Jamais demandé comment allaient mes immeubles ou mes locataires ou comment j'étais passé d'une propriété à 3. Et je ne le lui ai jamais dit. Ce n'était pas par fierté. C'était par épuisement. Pourquoi partager avec des gens qui n'entendent que ce qu'ils veulent entendre? Maman essayait d'arranger les choses avec des sourires crispés et de faibles gloussements, m'offrant une part de tarte supplémentaire ou me demandant si j'avais besoin de reste, comme si cela compensait d'être traité comme la note de bas de page de la famille. J'aurais peut-être laissé tout ça glisser pour toujours. Honnêtement, j'avais été conditionné depuis mon adolescence à simplement encaisser les pics, hocher la tête et ravaler ma colère. Mais ensuite, il y a eu le dîner d'anniversaire de Léa. Elle fêtait ses 35 ans, et son mari avait loué une salle à manger privée dans un de ces restaurants avec plus d'adjectifs que d'ingrédients au menu. Tout le monde était sur son 31. Léa dans une robe portefeuille dorée, Masson dans un costume bleu marine. Même maman et papa avaient l'air soignés, comme s'ils se préparaient pour une séance photo. Je portais une chemise à boutons propres et un pantalon de ville. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez pour avoir l'air respectable. Je n'étais pas intéressé à faire semblant. Je n'étais pas là pour faire un spectacle. Je venais à peine de m'asseoir quand papa m'a toisé et a souri d'un air narquois. « Tu n'as pas eu le temps de te changer après le travail ?» a-t-il demandé assez fort pour que toute la table l'entende. J'ai souri crispement. « Je ne passe plus la serpillière, papa. » Masson a ri dans son verre de vin. « Quoi? Tu as été promu concierge en chef ?» Je l'ai ignoré. Je ne voulais pas leur donner cette satisfaction. Mais Léa,
Léa a toujours été plus perspicace qu'elle ne le laissait paraître. Alors, que fais-tu réellement, Caleb demanda-t-elle gentiment, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Tu es toujours si mystérieux. Tu vas et viens. Ne publie jamais rien. Ne te présente pas à la moitié des trucs de famille. J'ai haussé les épaules. J'ai été occupé. À faire quoi, insista Mason. Je veux dire, ce n'est pas grave si tu te contentes de faire simple. Tout le monde ne veut pas le stress d'une vraie carrière. Et c'est là que papa est intervenu à nouveau, cette fois en levant son verre. À Caleb, dit-il, le sourire narquois revenant, le plus constant de la famille, toujours terre à accent grave terre, toujours humble, toujours sous-employé. Tout le monde a ri, même maman, bien qu'elle ait eu l'air mal à l'aise. C'était comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, comme si m'intimider était devenu une tradition. Je me suis levé, pas de façon théâtrale, juste calmement. Je les ai regardés chacun à leur tour, et pour la première fois depuis des années, j'ai dit exactement ce que je pensais. Vous savez ce qui est drôle? Vous parlez tous tellement, mais aucun de vous ne pose jamais de questions auxquelles vous voulez vraiment des réponses. Cela les a fait taire un moment, au moins. Je possède 3 propriétés commerciales, ai-je continué. Je les gère moi-même. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, sans prêt, sans aide et sans cadeau. Je ne vous l'ai pas dit parce que je n'avais pas besoin de votre approbation, et je ne voulais certainement pas de vos conseils. J'ai laissé ma serviette sur la table et je suis sorti avant que quiconque puisse parler. Pas de cris, pas de drame, juste un détachement calme et net. Pendant une semaine, je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'eux. Puis j'ai reçu un texto de maman. Peut-être ne cause pas de scène au dîner de ta sœur. C'était censé être une célébration. C'est tout ce qu'elle a dit. Pas d'excuses, pas de reconnaissance, juste une autre gifle enveloppée dans une fausse inquiétude. Alors, j'ai arrêté de répondre, arrêté de me montrer. J'ai complètement sauté le Thanksgiving suivant. Je suis parti en week-end à la montagne à la place. Neige, silence, paix. C'était les premières vacances que j'appréciais vraiment depuis des années, mais le silence de ma famille n'a pas duré. 6 mois plus tard, Mason m'a appelé à l'improviste. Salut, dit-il, l'air inhabituellement guindé. Je me demandais si on pouvait se voir pour déjeuner. Quelque part de calme. J'ai été immédiatement méfiant. Mason n'a jamais rien voulu qui ne lui profite pas. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. C'est à propos de papa, dit-il. Il ne voulait pas que je dise quoi que ce soit, mais il a été licencié. Restructuration d'entreprise. Il a du mal à trouver un nouveau travail. J'ai cligné des yeux. Cet homme se vantait de sa sécurité d'emploi depuis que j'étais enfant. Il est en difficulté, mec. Maman s'inquiète. Il ne parle à personne. Il reste juste assis à la maison toute la journée. Il a postulé à des endroits, mais pas de réponse. Ça fait des mois. Je pouvais entendre l'hésitation dans la voix de Mason, la façon prudente dont il préparait quelque chose. Il a vu ton nom sur un immeuble au centre-ville, a-t-il finalement dit. Un de tes locataires t'a mentionné en passant. Il a été surpris. Et puis il m'a demandé si je pensais que tu embauchais. Je n'ai rien dit. Écoute, dit Mason, je ne dis pas que tu lui dois quoi que ce soit, mais peut-être juste lui parler. Même si ce n'est pas pour un travail, peut-être une référence ou quelque chose. Il est fier, d'accord? Mais il a peur, aussi. Je ne l'ai jamais vu comme ça. J'ai accepté de le rencontrer, non pas parce que je me sentais obligé, mais parce que je voulais regarder cet homme dans les yeux et voir s'il le dirait. Pour voir s'il pouvait ravaler ne serait-ce qu'une fraction de sa fierté. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés au début de cette histoire. Mon père assis devant mon immeuble de bureau sous la pluie, tenant un dossier plein de CV pour des emplois dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Mais avant que je vous dise ce qui s'est passé quand je l'ai laissé entrer, ce qu'il a dit, et comment j'ai répondu, vous devez savoir ce qui s'est passé avant ça. Parce que juste après que je sois sorti du dîner d'anniversaire de Léa, la vraie trahison n'avait même pas encore eu lieu. C'est arrivé 2 semaines plus tard, quand j'ai reçu un appel de mon gestionnaire immobilier à propos d'un problème de maintenance dans mon plus récent bâtiment, un problème qui n'avait aucun sens. Un tuyau qui fuit, une serrure cassée, une unité de chauffage, ventilation et climatisation en panne, tout ça en une semaine. Des choses qui venaient d'être inspectées, des choses qui n'auraient pas dû tomber en panne.
Et puis un appel de ma banque me demandant si j'avais autorisé une série de demandes de remboursement et de paiements annulés d'un de mes comptes professionnels. Je ne l'avais pas fait, ce qui m'a amené à vérifier le logiciel d'administration interne que nous utilisions pour les opérations du bâtiment, ce qui m'a amené à voir qui s'était connecté à distance, ce qui m'a conduit à une adresse électronique très inattendue. Une ancienne adresse électronique familiale que papa utilisait lorsqu'il avait aidé Mason à créer un petit site d'investissement des années auparavant. D'une manière ou d'une autre, il était entré dans mes systèmes d'entreprise, avait accédé à suffisamment d'informations pour saboter les opérations. Et quand j'ai retracé l'adresse IP, il n'y avait pas d'erreur. Elle venait de la maison de mes parents. Et c'est là que l'histoire a vraiment changé. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai confirmé que le sabotage venait de la maison de mes parents. Je suis juste resté assis là dans le noir à regarder mon ordinateur portable. La lueur pâle de l'écran peignant les murs d'une lumière froide et stérile. L'adresse électronique, la trace IP, les journaux système, tout était là. Mon père ne m'avait pas seulement manqué de respect pendant des années, n'avait pas seulement dénigré chaque choix que j'avais fait, mais maintenant il avait activement essayé de ruiner ce que j'avais construit. Au début, je ne voulais pas y croire. Je me suis débattu avec moi-même. C'était peut-être une erreur. C'était peut-être Mason. Peut-être que l'adresse IP était usurpée. Peut-être que quelqu'un d'autre avait utilisé le réseau. Je me raccrochais à n'importe quoi qui me permettrait d'éviter la vérité. Mais au fond de moi, je savais que c'était trop logique. Le timing, la précision, la façon dont tout avait frappé en même temps, comme des dominos qui tombent. Mon père ne comprenait pas grand-chose au système moderne. Mais il n'était pas stupide. C'était un homme qui avait autrefois géré un département entier, mené des audits, géré des comptes. Il savait comment perturber la logistique. Il n'avait simplement jamais utilisé cette connaissance contre moi auparavant, jusqu'à maintenant. J'ai essayé d'affronter la situation rationnellement. J'ai pris des captures d'écran. J'ai documenté les horodatages. J'ai extrait les images des caméras de sécurité des bureaux pour montrer qui n'était pas là lorsque les demandes de maintenance ont été enregistrées ou les comptes consultés. J'ai constitué un dossier discret, pas pour un procès, du moins pas encore, mais pour moi-même, pour confirmer que je n'imaginais pas les choses, que la trahison était réelle. Mais même connaître les faits n'a pas diminué la douleur. J'étais vide pendant des semaines. J'agissais mécaniquement, j'hochais la tête pendant les réunions, je signais des papiers sans les lire 2 fois. Mon assistante, Leia, l'a remarqué la première. Elle n'arrêtait pas de me demander si j'allais bien, proposant de me décharger de certaines tâches, mais je lui ai juste dit que j'étais fatigué. Elle n'a pas insisté. Elle était douée pour ça. Elle savait comment donner de l'espace sans me laisser seul. Le vrai coup n'est pas venu du sabotage lui-même. Il est venu quand je suis finalement allé en voiture chez mes parents et que je suis entré sans prévenir. Maman était dans la cuisine en train de glacer des cupcakes comme si c'était un mardi ordinaire. Elle a cligné des yeux, surprise, mais a souri. « Caleb, chéri, tu n'as pas dit que tu passais. Tu veux un café ? » « Où est papa ?» ai-je demandé d'un ton sec. Son sourire s'est estompé. « Il est dans le garage. »« Quoi ?» Je n'ai pas répondu. Je suis juste passé devant elle, à travers le salon, devant les vieilles photos de la remise de diplôme de Mason et du mariage de Léa. Il n'y avait pas de photos de moi sur les murs. Quand j'ai ouvert la porte du garage, il était assis à l'établi, triant une boîte de vieux outils comme s'il attendait que quelqu'un ait besoin de lui. Il a levé les yeux, surpris, et son visage s'est raidi. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dit-il. » J'ai brandi le dossier que j'avais apporté. À l'intérieur se trouvaient les impressions des journaux, des traces, des captures d'écran. Je les lui ai tendues en silence. Il a jeté un coup d'œil et a ricané. « Tu es venu jusqu'ici pour ça ?» a-t-il demandé. J'ai attendu. Il a posé les papiers sur l'établi comme s'il l'ennuyait. « Et alors, si j'ai jeté un œil à ta petite entreprise ? J'ai pensé que si tu étais sérieux au sujet de la croissance, tu pourrais avoir besoin d'un peu de structure. Tes systèmes sont un désastre, Caleb. Tu gères ça comme un concierge. » Ma bouche est devenue sèche. Tu as accédé à mes comptes. Tu as déclenché de fausses demandes de travaux. Tu as essayé de saper la confiance des clients. Il a haussé les épaules. Je testais ton installation.
C'est toi qui es toujours si sensible. Je l'ai fixé, l'incrédulité inondant chaque cellule de mon corps. Tu penses vraiment que c'est ta version de l'aide? Je pense que tu as passé trop de temps à penser petit. J'ai pensé que si tu voyais où étaient les failles, tu te réveillerais et laisserais enfin quelqu'un avec de l'expérience t'aider à gérer les choses. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement insensé, tellement moralisateur. Ce rire était la seule chose entre moi et le cri. Tu n'as pas aidé. Tu as saboté. Tu m'as humilié devant la famille et maintenant tu pirates mes systèmes et tu appelles ça de l'aide. J'ai bâti une carrière à partir de rien, Caleb a-t-il lancé. Je sais comment diriger une opération. Tu as juste eu de la chance avec quelques propriétés et tu penses soudainement que tu es un magnate. Eu de la chance, ai-je chuchoté. Il s'est levé, dominant maintenant l'établi, ses yeux brillants. Tu n'es pas spécial, mon fils. Tu es juste amer parce que ton frère t'a dépassé. Tu l'as toujours été. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. Je me suis juste retourné, suis sorti de la maison, suis monté dans ma voiture et je suis parti. C'était la dernière fois que j'ai parlé à mon père en personne pendant près de 2 ans. J'aimerais pouvoir dire que je me suis remis rapidement. Que j'ai canalisé ma rage en carburant et que j'ai bâti un empire. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour la première fois depuis mes 17 ans, j'ai sérieusement envisagé d'arrêter, de vendre les bâtiments, de m'en aller, de trouver quelque chose de plus calme, de plus petit, quelque chose qui ne ferait pas de moi une cible dans ma propre famille. Quelque chose qui ne me ferait pas remettre en question chaque choix que j'avais jamais fait. Mais je ne l'ai pas fait, car 2 semaines après cette confrontation, l'un de mes plus anciens locataires, une clinique pédiatrique, m'a appelé personnellement. L'unité de chauffage, ventilation et climatisation que nous pensions avoir été détruite par le sabotage, j'avais payé pour la remplacer rapidement. Pas de drame, pas de retard, j'ai juste fait le travail. Et la directrice de la clinique voulait que je sache à quel point elle l'appréciait. Vous êtes l'un des meilleurs propriétaires d'immeubles avec qui nous ayons travaillé, m'a-t-elle dit. Le dernier gars ignorait tout. Vous êtes toujours présent. Vous vous souciez. Et quelque chose à ce sujet est resté en moi. Je m'en souciais, même quand personne d'autre ne le faisait. Même quand ma famille se moquait de moi, m'ignorait, essayait de me détruire, je me souciais de mon travail, de mes locataires, des espaces que je construisais et entretenais. Cela signifiait quelque chose. Je me suis plongé dans l'entreprise, non pas avec colère, mais avec intention. J'ai amélioré les systèmes de sécurité, engagé un consultant en informatique pour examiner chaque vulnérabilité. J'ai reconstruit l'infrastructure avec des autorisations à plusieurs niveaux et une authentification à 2 facteurs, mis à jour le portail des locataires et créé de nouvelles procédures opérationnelles normalisées pour les équipes de maintenance. J'ai fait le ménage de fond en comble. Puis je me suis développé, j'ai acheté une 4e propriété, puis une 5e, j'ai ouvert un espace de cotravail dans un gratte-ciel de taille moyenne abandonné. J'ai engagé une petite équipe d'entrepreneurs locaux à temps plein. Je leur ai donné des avantages sociaux, des congés payés et un vrai respect, quelque chose que la plupart des propriétaires n'envisageaient même jamais. Je ne voulais pas seulement grandir. Je voulais construire quelque chose qui ne reposait pas sur de la poudre aux yeux, quelque chose de réel. J'ai commencé à encadrer quelques jeunes aussi. Principalement des gens comme moi qui travaillent de nuit et économisent chaque sou en essayant de comprendre comment grimper. Je ne l'ai pas crié sur les toits, mais je leur ai fait de la place, j'ai répondu aux courriels, j'ai pris des appels, je leur ai montré ce que j'avais appris à la dure. Et lentement, tranquillement, le poids a commencé à se lever. J'ai arrêté de vérifier les réseaux sociaux de ma famille, arrêté de comparer mes étapes aux vacances de Mason ou à la vie parfaite et organisée de Léa. Je me suis désabonné d'eux, j'ai mis en sourdine les discussions de groupe et je me suis taillé une vie qui avait du sens pour moi. Les bâtiments sont devenus plus que de simples biens immobiliers. Ils sont devenus des symboles de ce que j'avais survécu, de ce que j'avais dépassé, et chaque bail signé, chaque locataire conservé, chaque système amélioré, tout cela donnait l'impression de me réapproprier un peu plus de moi-même. Mais le passé a une façon de revenir en boucle. Et 2 hivers plus tard, c'est ce qui s'est passé. Ce matin-là, je suis arrivé tôt. Le ciel était gris, de légers flocons tombaient à l'extérieur des grandes fenêtres en verre de l'immeuble de bureau du centre-ville que j'avais acheté 6 mois plus tôt. La machine à café crachotait pour démarrer dans la salle de pause.
J'examinais de nouveaux contrats de location quand Leia a passé la tête. « Salut, dit-elle, hésitante. Il y a quelqu'un dehors. Il a dit qu'il est là pour un travail. » J'ai levé les yeux, confus. « Quelqu'un qui se présente sans rendez-vous ?» Elle a hoché la tête. « Mais Caleb, c'est ton père. » Je me suis figé, puis je me suis levé, je me suis dirigé vers les fenêtres du hall, et il était là. Le même homme, le même sourire froid, adouci par les années d'usure, tenant un dossier, debout dans la neige comme s'il n'avait nulle part où aller. Il était revenu, mais cette fois, il n'était pas là pour se vanter. Il était là pour demander quelque chose, et je n'avais pas encore décidé si j'allais le lui donner. Je ne suis pas sorti pour l'accueillir tout de suite. Au lieu de cela, je suis resté là, derrière le verre teinté, les bras croisés, regardant mon père passer son poids d'un pied à l'autre alors que la neige commençait à s'accumuler sur ses épaules. Il semblait plus petit d'une certaine manière, comme si quelqu'un l'avait dégonflé, pas seulement plus vieux, diminué. L'homme confiant et autoritaire qui portait des toasts sur la dinde et me rabaissait avec un sourire n'était plus que froid, attendant, espérant. Et pourtant, je ne ressentais rien. Pas de satisfaction, pas de colère, pas d'envie de me vanter. Juste une étrange immobilité lourde comme le silence avant une tempête que vous savez déjà imminente. Je me suis tourné vers Leia. Ne le laisse pas entrer pour l'instant. Ses yeux se sont agrandis. Tu es sûr? Ouais. Laisse-le attendre un peu. Elle a hoché lentement la tête et s'est éloignée, ses talons claquant doucement sur le sol poli. Je suis retourné à mon bureau, j'ai fermé la porte, je me suis assis derrière mon bureau et j'ai laissé mon esprit travailler. J'ai pensé à tout ce qui avait mené à ce moment, les années de remarques désobligeantes, l'humiliation publique, le sabotage qu'il a essayé de présenter comme de l'aide. Et maintenant, le voilà, sans emploi, désespéré, debout devant l'immeuble que je possédais, cherchant un moyen de revenir dans quelque chose qu'il n'avait en rien contribué à construire. L'ironie était presque trop parfaite. Mais je n'étais pas intéressé par une vengeance mesquine. Plus maintenant. Je voulais quelque chose qui durerait, un message qu'il ne pourrait pas ignorer, une leçon qu'il ne pourrait pas transformer en fierté. Alors j'ai commencé à planifier. La première chose que j'ai faite a été de sortir le dossier que je gardais étiqueté imprévu. C'est là que je stockais la documentation du sabotage. Tout ce que j'avais tranquillement rassemblé et classé après notre dernière rencontre. À l'époque, je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin, mais quelque chose en moi ne pouvait pas laisser tomber. Et maintenant, cela ressemblait à une chambre chargée attendant un déclencheur. J'ai imprimé quelques pages choisies, journaux d'adresse IP, accès au système, horodatage. Pas tout, juste assez pour lui rappeler que je n'avais pas oublié. Ensuite, j'ai appelé mon avocat, Sam. Il était vif, discret, et était mon conseiller depuis le 2e bâtiment. Salut, ai-je dit, question hypothétique pour toi. Disons que quelqu'un avec un historique d'hostilité envers toi se présente à la recherche d'un travail. Quelqu'un qui a déjà accédé à tes systèmes d'entreprise sans permission. Pourrais-tu légalement l'embaucher et aussi utiliser ce contrat pour obtenir des protections au cas où il essaierait à nouveau quelque chose? Il y eut une pause. Hypothétiquement, demanda Sam. Hypothétiquement, tu pourrais, mais tu voudrais un contrat en béton. Limite, accord de non-divulgation, accès limité, surveillance. Ça pourrait même valoir le coup de créer un rôle juste pour ça. Rien d'essentiel, mais assez pour le garder à proximité. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Compris. Merci, Sam. Caleb, ajouta-t-il, la voix basse. Tu es sûr de ça? Non, mais je ne prévois pas de lui offrir un emploi. Je prévois de lui offrir un miroir. Après l'appel, j'ai contacté Leia. Fais-le entrer. Elle a hésité. Tu veux que je reste? Non, celui-là, c'est pour moi. Je me suis levé alors que la porte s'ouvrait et que mon père entrait. Il a regardé autour de lui, observant le bureau, les boiseries sombres, le mobilier moderne subtil, le certificat encadré au mur, l'enregistrement de ma société à responsabilité limitée. Il s'y est attardé un instant de plus que nécessaire. Puis nos yeux se sont rencontrés. Caleb, dit-il, la voix rauque. Merci de me recevoir. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi. Asseyez-vous. Il l'a fait. Il y eut une longue pause,
lourde de tout ce qui n'était pas dit. Il s'est raclé la gorge. Je sais que c'est inattendu, mais je me suis dit que j'allais essayer. Les choses ont été difficiles ces derniers temps. Je n'ai rien dit. Je sais que je n'ai pas toujours été le plus encourageant, mais je cherche quelque chose de stable maintenant. J'ai pensé que peut-être, si tu avais quelque chose. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à frôler la cruauté. Puis j'ai ouvert le dossier et je l'ai fait glisser sur le bureau. Il l'a regardé, puis m'a regardé à nouveau. Je me souviens de ça, dit-il doucement. Alors, tu l'as gardé. J'ai hoché la tête. Je garde beaucoup de choses. Il ne l'a pas ouvert. Il a juste posé ses mains dessus. J'ai eu tort, a-t-il admis, sur beaucoup de choses. Je voulais croire que tu étais encore en train de te chercher. Que j'avais encore le temps de t'apprendre quelque chose. Mais je vois maintenant que tu as construit ça sans moi. Tu n'as pas besoin de mon aide. Non, dis-je calmement. Je n'en ai pas besoin. Il a dégluti difficilement. Mais tu es venu ici quand même. Il a hoché la tête. Je n'ai rien d'ouvert qui corresponde à ton expérience, ai-je continué. Et franchement, tu es un risque. Je ne peux pas risquer une autre intrusion. Son visage s'est crispé. Mais dis-je, je peux t'offrir quelque chose. Ses yeux se sont levés. J'ai une nouvelle division. Inspections immobilières. Rien de glamour. Juste des contrôles de routine, plomberie, chauffage, ventilation et climatisation, visites structurelles. Travail de terrain, porte-bloc, rapport. Du travail de débutant. Contrat uniquement. Pas d'accès administratif, pas de système, pas de clé. Son visage s'est légèrement décomposé. Ça te semble indigne de toi? Il a secoué la tête lentement. Non, plus maintenant. Je me suis penché en avant. Si je t'embauche, c'est avec une surveillance complète. Points hebdomadaires, contrôles aléatoires. Toute déviation de l'itinéraire, tout rendez-vous manqué, et tu es dehors. Il a hoché la tête à nouveau, plus petit cette fois. Et tu signes une déclaration reconnaissant ton ingérence passée et acceptant de cesser toute tentative d'accès aux communications liées à mes systèmes internes de manière permanente. J'ai sorti l'accord pré-rédigé par Sam et je le lui ai fait glisser. Il l'a pris, a lu quelques lignes, puis a levé les yeux. Tu avais déjà préparé ça. Je savais que tu viendrais un jour, ai-je dit. Je ne savais juste pas quand. Il a de nouveau baissé les yeux, puis a signé. Quand il me l'a rendu, je n'ai pas souri, je ne lui ai pas serré la main. Je me suis simplement levé. Léa te donnera ton emploi du temps. Tu commences lundi. Il s'est levé aussi, ses yeux cherchant quelque chose dans les miens. De la gratitude, peut-être du pardon. Mais je n'offrais pas ça. Pas encore. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai ajouté une dernière chose. Il s'est retourné. Cela ne change pas le passé. Tu travailles peut-être sous mes ordres maintenant, mais ne confonds pas ça avec de l'acceptation. Il a hoché la tête lentement, puis est sorti. Je me suis rassis, le cœur battant, non pas de colère, mais d'une étrange clarté calme. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une reconquête. Mais ce n'était pas encore fini. Parce que je ne prévoyais pas seulement de le garder à proximité. J'allais lui montrer, jour après jour, bâtiment par bâtiment, exactement ce que j'avais construit, ce qu'il avait méprisé, ce qu'il avait essayé de briser, et ce qui ne pourrait plus jamais m'être enlevé. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais qu'il voie la vérité et qu'il vive avec chaque jour. Il est arrivé alors ce premier lundi. Veste grise, posture raide, le dossier que je lui avais donné coincé sous son bras comme les devoirs d'un écolier. Léa lui a remis la liste de contrôle, lui a expliqué le système, lui a montré comment scanner les codes QR affichés dans chaque local technique et couloir de maintenance pour vérifier qu'il avait terminé ses inspections. Il n'a pas dit grand-chose ce jour-là, il a juste hoché la tête, écouté, tout noté. C'était étrange de le voir comme ça. Soumis, docile, silencieux. Pas une seule fois il n'a commenté l'agencement du bureau. Pas une seule fois il n'a suggéré d'amélioration. L'homme qui dominait autrefois chaque pièce de sa présence ne faisait maintenant à peine un bruit. Mais je le connaissais trop bien. Ce silence n'était pas de l'humilité. C'était de la honte.
Et la vraie vengeance est venue lentement. Chaque bâtiment auquel il était assigné, chaque porte-bloc qu'il portait était un rappel qu'il ne possédait pas l'Empire. Il était un technicien de terrain à temps partiel sous contrat probatoire. Il n'était plus la voix en bout de table. Il était l'homme qui rendait des comptes à son fils. L'homme qui avait un jour porté un toast de Thanksgiving en se moquant des concierges faisait maintenant, à tous points de vue, un travail de niveau concierge, et sous stricte surveillance de surcroît. Le système que j'avais mis en place ne laissait aucune place aux excuses. Chaque point d'entrée avait une caméra. Chaque scan de code QR enregistrait un horodatage. Chaque locataire pouvait laisser un commentaire. Et je me suis assuré que son emploi du temps incluait le bâtiment même devant lequel il passait autrefois en voiture en se moquant de moi, ce dépotoir du centre-ville comme il l'appelait. Celui que j'avais transformé en un pôle de co-travail maintenant plein de freelance, de start-up et de 2 salles de rédaction locales. Un bâtiment où, une fois par semaine, il devait maintenant vérifier la chaufferie, essuyer la poussière des grilles de plafond et enregistrer les rapports de débit d'air. Je ne l'ai jamais humilié en public. Je n'ai jamais élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai laissé le silence parler. J'ai laissé la routine être la punition, la nouvelle normalité. Mais la vraie retombée, celle qui a brisé sa fierté en 1000 morceaux, est venue du reste de la famille. Parce que je ne me suis pas contenté de l'embaucher. J'ai mis à jour mon testament. J'ai fait un don à l'école privée où allaient les enfants de Léa au nom de mon entreprise. Et j'ai offert à l'entreprise de Masson un contrat de gestion immobilière pour l'un de mes bâtiments satellites en périphérie de la ville. Quand les papiers sont arrivés, il a lu le nom du propriétaire et m'a appelé immédiatement. « Attends, tu possèdes cet endroit ?» a-t-il demandé. « Depuis le dernier trimestre » ai-je répondu. Il a fait une pause. « Pourquoi ? Pourquoi m'offrir le contrat ? » « Parce que je crois qu'il faut donner des opportunités aux gens » ai-je dit avec un calme qu'il ne pouvait pas contester. « Tu essaies de prouver quelque chose. » « Non » ai-je dit. « Vous avez prouvé ce qu'il y avait à prouver il y a des années. Je ne fais que laisser l'écho résonner. » Il n'a pas répondu après ça. Mais au cours des mois suivants, la nouvelle s'est répandue tranquillement, subtilement. Les discussions de groupe familial sont devenues plus silencieuses. Les vacances sont devenues plus gênantes. Personne ne portait plus de toast à quoi que ce soit. Et au Thanksgiving suivant, pour la première fois en plus d'une décennie, j'ai organisé le dîner. Non pas parce que le bruit, les rituels ou les compliments vides me manquaient, mais parce que je voulais changer l'histoire. La table était longue, dressée avec des serviettes vert foncé et des assiettes aux accents dorés. Léa a aidé à organiser le traiteur. Quelques-uns de mes amis proches sont venus avec leur famille. Masson est venu seul. Sa femme avait un truc. Léa est arrivée en retard, traînant son mari et ses enfants, inspectant l'endroit comme si elle le jaugeait pour le comparer. Papa est arrivé le dernier. Il n'a pas frappé. Il est juste resté dehors jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la porte. Quand il est entré, j'ai remarqué que quelque chose avait changé. Pas dans son visage, pas dans sa voix, mais dans la façon dont il ne regardait rien. Ni le lustre, ni les œuvres d'art, ni les rideaux de velours. C'était comme s'il s'était entraîné à éviter de mesurer, d'éviter de réagir, d'éviter d'être vu en train de voir. J'ai laissé la pièce se calmer avant de me lever en bout de table. Tout le monde s'est tourné vers moi et j'ai levé mon verre. Aux anciens rôles, ai-je dit. Ceux dont on se défait. Quelques-uns ont gloussé, certains avaient l'air mal à l'aise. Papa n'a rien dit. J'ai continué. Au nouveau départ, mérité, pas donné. Léa a baissé les yeux sur son assiette. Masson s'est raclé la gorge. Aux gens qui construisent en silence, ai-je ajouté. À ceux qui ont été sous-estimés, rejetés, ignorés. Maintenant, le silence était épais. Et à ceux qui apprennent, parfois trop tard, qui étaient les vrais bâtisseurs depuis le début. J'ai doucement entrechoqué mon verre contre celui qui était devant moi, puis j'ai bu une gorgée. Personne n'a dit un mot. Après le dîner, pendant que les autres tenaient des conversations polies ou rôdaient autour de la table des desserts, papa est sorti sur la terrasse arrière. Je l'ai suivi. Il ne m'a pas regardé. Je ne sais pas ce que tu attends de moi, dit-il doucement. Je viens au travail. Je ne me plains pas. Je ne te dérange pas. Je n'attends rien, ai-je répondu. Pas de toi.
Il a baissé les yeux sur ses mains. Elles tremblaient légèrement. Je ne les avais jamais vus faire ça auparavant. Je suis désolé, dit-il. Pas fort, pas répété, pas même complètement formé, mais c'était réel. Et j'ai hoché la tête. D'accord. Nous sommes restés là un moment, juste à respirer l'air froid. Il n'a pas demandé plus. Je n'ai pas offert plus. Mais quand il est venu travailler ce lundi-là, il était en avance de 15 minutes et il est resté tard. Les mois ont passé. Puis une année. Son contrat a pris fin, mais je l'ai prolongé. Un salaire légèrement meilleur. Le même rôle. Il n'a jamais demandé plus. N'a jamais dépassé les limites. Quelque chose en lui s'était apaisé. Pas de la soumission, exactement. Juste la réalité. Et avec le temps, la tension s'est relâchée. Nous ne sommes jamais devenus proches. Nous n'avons jamais eu de longues conversations père-fils ou rattrapé le temps perdu. Mais un jour, je l'ai vu s'arrêter dans le hall d'un de mes immeubles, lever les yeux vers le logo de l'entreprise sur le mur et hocher la tête pour lui-même. C'était à peine un geste, mais c'était suffisant. Il savait. Et la dernière pièce de la vengeance était que je n'en avais plus besoin. Le pouvoir qu'il avait sur moi pendant des décennies, son approbation, sa reconnaissance, sa validation, avait disparu. Je l'avais repris. Non pas par la force, mais en devenant indéniable. Ma vengeance ne consistait pas à le faire souffrir. Elle consistait à le faire voir. Et il a vu, chaque jour, jusqu'à la fin. Et les derniers mots qu'il m'ait jamais adressés furent ceux-ci: tu as construit quelque chose que je ne pouvais même pas imaginer.